Bonjour messieurs, dames. Frédéric Robert, je suis heureux de vous accueillir en tant que facilitateur de la conférence Prouver que l'agilité est un facteur de qualité et de résilience qui est animée par Godefroy Graveau. Cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que les réponses. Vos micros seront coupés durant toute la présentation pour poser vos questions. Merci d'utiliser la section questions-réponses de l'outil Zoom. Nous aurons une présentation d'environ à peu près 40 minutes pour ensuite aborder les principales questions que vous aurez à poser et que je reprendrai à l'oral. Donc, avant de passer la parole à Geoffroy, nous remercions les sponsors Gold, Michelin, Valence, MBCS, Zenvalue, ainsi que le PMI France, qui permettent l'existence de ces 2 jours exceptionnels. Et je vous remercie d'être présent. Maintenant, je laisse Geoffroy démarrer sa présentation. À toi, Geoffroy. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, bonjour à tous et à toutes. Déjà, je suis très, très heureux d'être là pour parler de ce sujet. Ça me fait vraiment plaisir. Merci au PIAF. Merci également à Junior, qui sont juste à côté. Ils sont pas très loin, je vais les voir après. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut paraître ambitieux. Prouver que l'agilité est un facteur de qualité et de résilience. On remercie encore les sponsors, c'est important. Ce financement nous permet d'obtenir des événements de ce type et de profiter pleinement et de partager des retours d'expérience qui sont précieux. Je m'appelle Geoffrey Graveau. Aujourd'hui, j'occupe le rôle de DevOps Lead et j'amène également la culturation Agile et DevOps et Lean chez Ariane Group. Et j'ai une expertise qui s'appelle Accelerate. Vous avez peut-être entendu parler des Dora Metrics. Les Dora Metrics sont une petite composante de ce qui s'appelle Accelerate. Je suis conférencier, également coach en prise de parole, juré pour des concours d'éloquence par moment. Et cette année, je vais être leader sur le pole speaker du BDXIO en 2024. Et puis après, par le passé, j'ai eu des expériences très transverses par la direction technique, du conseil, de la formation, du coaching, etc., etc. Une petite précision, aujourd'hui, je vais parler de toutes mes expériences passées avant Ariane Group, d'accord? Donc tout ce que je vais mentionner, c'est du retour d'expérience suite à des missions en entreprise avant Ariane Group. Et je vais commencer, donc on est sur un talk au niveau expérimenté, avec une Value Stream Map. Pour les personnes qui ne connaissent pas, dites-vous que c'est un ensemble, c'est une manière de cartographier votre flux de travail et de détecter des gâchis, des temps perdus, des goulets d'étranglement, comme on peut retrouver en ligne. Et le sujet que j'aborde, c'est le fait que très souvent, on est dans une équipe, quand on travaille. Cette équipe, elle est conditionnée par son travail, ses limites, son cadre. On peut parler de silos, même si des fois les silos sont importants, il ne faut pas oublier, pour le savoir. Et au quotidien, ça nous arrive d'avoir des problèmes, des problématiques pour produire notre logiciel, par exemple, et on se retrouve embêté parce que nos user stories ne sont pas assez claires, pas assez précises, par exemple. Et au quotidien, on a ça, et on se dit, mais il faudrait faire ça, ça fait sens. On a au quotidien des idées pour essayer de résoudre ce problème. Et ça, vous pouvez l'appliquer où que vous soyez dans l'organisation, on est tous pareils, par expertise d'usage, on dit, ben, ça ferait sens qu'on résolve ce problème. Donc, on a des idées. Et on aimerait bien aussi, de manière collective, pour l'entreprise, pour la direction, pour les équipes, en faire bénéficier les autres équipes. Le problème, c'est que très souvent, c'est que l'adoption de ces idées, ben, ça ne marche pas très très bien. On est souvent freiné, on a des contraintes. Et même dans notre propre équipe, ce n'est pas tout le temps facile à mettre en œuvre. Et je pense que vous en avez fait tous et toutes l'expérience. Donc en gros, ce qui se passe, c'est on a plein d'idées, de multiples idées, mais malheureusement, on est souvent contraint pour appliquer nos idées. Et aujourd'hui, je vais vous introduire, pour démarrer ce talk, une notion qui s'appelle l'agentivité, que vous retrouverez dans la source en bas, qui se résume en trois choses. Pour appliquer une idée, il faut déjà avoir le pouvoir de décision pour acter l'idée. Très souvent, c'est le management, les responsables ou des leaders qui ont ce pouvoir de décision. Une fois qu'on a acté l'idée, c'est d'avoir la liberté d'action de la faire. C'est-à-dire, je suis l'acteur, je suis désigné comme acteur ou actrice pour réaliser l'action. On mène l'action, on lance des projets. Le problème, c'est qu'on dépend de d'autres équipes et donc notre marge de manœuvre, elle est des fois réduite. Et à ce moment-là, ben, c'est un peu compliqué.
L'idéal, c'est de pouvoir trouver le barycentre entre ces trois composantes, mais souvent, soit le pouvoir de décision appartient à une seule entité, ou la liberté d'action de mener le projet également à une autre entité, ou une marge de manœuvre qui est réduite parce qu'on dépend d'autres équipes. À part les équipes auto-organisées, globalement, pour approcher de notre zone d'impact, c'est pas simple. Et il y a un danger. À force de voir au quotidien euh, des problématiques qui pourraient être facilement résolues, ben, le problème, c'est qu'au quotidien, quand on voit toujours ces mêmes problèmes, il y a une perte de sens. Et j'ai encore entendu aujourd'hui en discutant avec des gens, il y a des gens qui disent, mais ça ne fait pas sens de faire ça. Et cette perte de sens cumulée, ben, ça peut être du désengagement dans les équipes. Alors, les neurosciences s'expliquent. Donc, si on en croit le livre Accompagner le changement avec les neurosciences, donc, si vous connaissez Daniel Kahneman avec son système 1, système 2, on aurait donc un système 1 qui est très automatique, qui est un petit peu aussi notre protecteur, et le système 2, le pilote exécutif, qui va aller, lui, derrière, aller nous sortir de nos zones de confort, aller dans une zone d'apprentissage pour aller plus loin, pour raisonner, etc., etc. Bref, le pilote exécutif, le système 2, il consomme beaucoup d'énergie et lui, il a besoin de sens. Quand il n'a pas de sens, il est malheureux. Et en gros, il dit, j'ai besoin de sens pour donner une logique à mon changement de comportement pour adopter une nouvelle idée. Pour adopter une nouvelle idée, très souvent, il faut des nouvelles pratiques, un nouveau comportement, mais il faut aussi donner une logique à ça. Notre cerveau en a besoin et donc le sens aide à ça. Et le système 1, lui, il dit, ben, pourquoi je donnerais du temps et de l'énergie, du temps cérébral, ben, si ce n'a pas d'intérêt. Donc la quête de sens, c'est très très important. Et le problème, c'est que si on n'arrive pas à appliquer nos idées, qu'on a toujours les mêmes problématiques au quotidien, ça tape sur les nerfs et ce désengagement, pardon, cette perte de sens arrive. Et ça se retrouve sur des statistiques. Si je m'en réfère au rapport Gallup de 2023, on regarde ces statistiques. Qu'est-ce que ça dit? À l'échelle mondiale, 23% des salariés seraient, donc c'est assez biaisé hein, à l'échelle mondiale, seraient dits engaged, c'est-à-dire proactifs. En plus de leur travail, ils prennent des initiatives. C'est 23% selon la moyenne mondiale. Et not engaged, c'est plus qu'on pourrait vulgariser par alimentaire, c'est à peu près 59%. Ils font leur travail et pas plus. Bon, ok, donc ça veut dire que c'est une entreprise de 100 personnes, 23 sont dits proactives, ils vont plus loin que sur leur objectif et leur rôle. À l'échelle européenne, ce 23% passe à 13%, c'est 10% de moins. Donc c'est en gros sur 100 personnes, une entreprise de 100 personnes, au lieu d'avoir 23 proactifs, on a 13 personnes proactives. Et ce 10%, c'est un peu dilué principalement sur les not engaged, c'est-à-dire sur le côté un petit peu alimentaire. Bon, mais voyons l'échelle française. Si vous cherchez la France sur ce tableau, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas en haut à droite, elle est là, elle est relégable en L2, et ce serait, selon ce rapport, toujours 7% de personnes proactives. Donc de 23% à l'échelle mondiale, on tombe à 7%. Donc là, pour moi, il y a un gros lien avec la perte de sens. Il n'y a pas que ce facteur, soyons d'accord, hein, mais ça y joue. Je vous donne une expérience que j'ai eue en tant que coach DevOps Agile. Alors, on verra plus tard, il y a des liens hein, entre les deux, entre le monde du DevOps et l'agilité. J'étais coach DevOps et je devais implémenter ce qu'on appelle une pipeline d'intégration continue. Là, c'est un exemple sur un Jenkins file. C'est un exemple fictif, hein, mais qui représente un petit peu ce qu'il y a eu dans des expériences passées il y a quelques années. Donc, en gros, ça se découpe à la déclaration d'une machine. Hein, il faut bien une machine pour faire tourner l'intégration continue. Ensuite, une phase de build du code, une phase de test, qui est très simple. Là, c'est des exemples très, très légers. Et enfin, une phase de deploy si les tests sont OK. Donc, une phase de déploiement sur des environnements de développement. Eh bien, la question que je vous pose, à votre avis, pour implémenter ces 24 lignes de code, hein, vous voyez, ce n'est pas trop simple, on pourrait faire un copier-coller ou demander à ChatGPT de les générer. Selon vous, combien de temps ça a mis combien de temps en heures, en jours, en mois, selon vous, ça a pris? 24 lignes de code fonctionnelles, en combien de temps, à votre avis, cela a pu mettre? Eh bien, en fait, la réponse, dans mon cas, ça a été 4 mois. J'ai proposé mes idées, j'ai proposé un plan d'action, et ça a mis 4 mois. C'est environ 704 heures, si on compte en jours ouvrés. Ça a mis 704 heures pour avoir ces 24 lignes de code. 704 heures, ça représente une équipe de 4 personnes plein temps sur le sujet.
En gros, ça veut dire que chaque personne aurait eu 6 lignes à implémenter sur le mois. C'est largement jouable. Et ça laisse le temps également de regarder 17 fois l'intégrale de sa saison préférée sur une plateforme de streaming. 17 fois. C'est-à-dire que je vous dis, bah, vous regardez 17 fois cette même série dans son intégralité. Déjà, au bout de la deuxième fois, je pense que ça va vous saouler. Et pendant ce temps, implémenter les 24 lignes de code pour que ça fonctionne. Et au début, je n'ai pas compris, je me suis un peu démoralisé. Et en fait, si j'en reviens sur cette notion d'agentivité, ben, en fait, je me suis aperçu que j'étais par ici, mon curseur était par là. J'avais un peu une liberté d'action, par contre, j'avais aucun pouvoir de décision. Il était au chef. Et ma marge de manœuvre, ben, c'était pas moi qui pouvais tout faire, et j'étais dépendant de beaucoup de personnes, et je me suis retrouvé bloqué. J'ai pas pu rentrer dans ma zone d'impact. Et puis, donc, si vous reconnaissez la personne en bas à droite, Romain Béraud-Sudreau, hein, qui anime la chaîne Scrum Life, et il m'a mis ce bouquin dans les mains et j'ai commencé à le lire. Et je me suis dit, bon, Accelerate, on parle de la science derrière Lean Software et DevOps. Et on fera les liens avec l'agilité, vous verrez. Mais j'ai retrouvé à l'intérieur un guide, une boussole, de la pertinence, des outils et des KPI également, sensibilisation à la mesure. Et là, je vais vous parler un petit peu avec ce livre d'une expérience passée. Donc, j'ai imagé, j'ai raconté une histoire. Donc, toutes les personnes que je vais mentionner sont fictives, mais je vais raconter qu'est-ce que j'ai pu faire avec des responsables et des managers et comment j'ai montré que, ben oui, les concepts agiles sont pertinents et des facteurs de performance. Donc, imaginons que j'ai un nouveau boss, on va l'appeler Bruce, et on travaille ensemble. Première chose qu'il me dit, c'est que oui, je n'ai pas de visibilité sur les problématiques du terrain. Et ça s'entend. Très souvent, ben, il y a un écart entre ce que nous, on perçoit par expertise d'usage sur le terrain et ce que perçoit un responsable, un manager, etc., ou même la direction. Et donc, faire émerger l'invisible, ça, c'est très important. Et c'est la première chose souvent qui me demande, ou alors que j'induis. Je dis, bah ouais, je vais te remonter les problématiques. Et pour commencer, je lui dis, bah, écoute, on va utiliser Accelerate, je te propose de tester ça. Et je dis bien tester, hein, ce n'est pas la solution à tout, mais ça peut aider, ça peut être utile. Et on peut essayer de construire une démarche d'amélioration continue pour faire remonter ces problèmes et surtout pour les résoudre, en partie. Déjà, j'explique à mon manager, parce qu'il faut que je lui donne du sens également, hein, pour qu'il se mette en action, il faut que je lui donne du sens sur à quoi ça sert et comment on peut s'en servir. Donc déjà, ça indique le nord. Ça prédit avec des outcomes, ça donne des outcomes, ça prédit des impacts de type business. Donc, on s'en doute bien que l'adoption de Dora Metrics, c'est aussi dans des intérêts business, mais également de stabilité et de qualité, et chose qui est souvent mise sous le tapis et peu mentionnée, et également le bien-être au travail. Et c'est ce qu'ils ont réussi à montrer dans cette étude, hein. C'est une investigation à l'échelle qui a été, qui est relativement pertinente et qui a mis en évidence des impacts en utilisant certains concepts agiles, Lean et DevOps. Et la synergie de ces concepts va créer ces impacts. Et l'idée, c'est d'aller un peu chercher, toujours pareil, un barycentre sur ces trois axes. Et ce qui surtout intéresse les responsables, c'est que tout est pilotable selon cette étude. On peut suivre tous les progrès de la mise en place. En fait, on peut suivre comment dire, les ROI, on peut suivre si ça marche, l'adoption, les progrès qui sont faits par ces nouvelles pratiques. N'ayez pas peur, on va vous casser pas trop la tête avec ce schéma, mais en gros, en plus, on a un support visuel dans Accelerate qui nous permet de prédire les choses. Si je prends on va prendre un exemple, mais euh, sachez qu'à gauche, vous avez en gros les concepts qu'on appelle capabilités, et à votre droite, les impacts qui sont prédits selon cette étude de type, donc les impacts de type business, bien-être au travail, qualité et stabilité, à votre droite. Donc, on va prendre un exemple, on va faire un zoom sur quatre concepts que vous connaissez déjà. Ça, c'est quasiment sûr, surtout dans le milieu de l'agilité. Si je vous parle de découper vos unités de travail en des lots plus petits, si on parle par exemple d'Invest, Invest implémente ce concept. C'est une manière d'implémenter ce concept. Eh bien, c'est un facteur de performance, selon cette étude. Derrière, il y a des papiers derrière qui montrent que ça marche. Il y a des statistiques à l'appui. Rendre visible votre flux de travail. Donc là, on est un petit peu entre le lean, mais aussi certaines pratiques qu'on retrouve dans l'agilité. Si je parle du value stream mapping, mais derrière, c'est une des idées. Donc, c'est des ateliers qui se font. C'est un facteur de performance selon cette étude. Pareil pour les expérimentations en équipe. On peut parler de Spike, d'A/B testing ou de discovery en produit. C'est un facteur
de performance. Et enfin, faire des feedbacks côté client, côté utilisateur, pour savoir si ce qu'on produit amène de la valeur et résout leurs problèmes. C'est un facteur de performance qui est lié très souvent à l'agilité. Au Lean, c'est un concept qui est un facteur de performance selon Accelerate. Et là, ça devient intéressant parce que là, ben, j'attire l'attention de mes managers. Allez, on fait un petit zoom. On prend ces quatre capacités. Donc, selon cette étude, la synergie de ces quatre capacités va avoir un impact, mais pour les mettre en place, et c'est ce que j'explique très rapidement, ben, il faut quand même un contexte et un environnement adapté. Si par exemple vos US sont beaucoup trop grosses et que vous n'arrivez pas à qu'il faut les découper, et que, imaginons, je l'ai déjà eu expérience, j'ai déjà vu des PO qui sont des anciens chefs de projet, qui ont été nommés PO pour dire qu'on est agile, mais qui n'ont aucune bonne pratique de découpage des US, ben, en fait, il faut aussi mettre en place, il faut remonter ça, il faut avoir, comment dire, un pouvoir de décision, d'action et une marge de manœuvre pour pouvoir former le PO, par exemple, ou le sensibiliser à ça. Et ça fait partie de ce que j'appelle avoir un contexte et un environnement adapté. Et ça, qui le met en œuvre, c'est souvent la personne qui a ce pouvoir de décision. Et très souvent, c'est ce qu'on va mentionner comme le leadership. Alors là, attention, un leader, c'est pas forcément un manager, c'est pas forcément un responsable, c'est une posture. Mais là, dans Accelerate, ce qui est implicite, c'est que si quelqu'un a un pouvoir de décision fort et en plus adopte la posture du leadership transformationnel, je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est, mais ça va avoir une influence sur la mise en œuvre du contexte. D'accord? C'est lui qui va vous aider à mettre en place ces ressources. Donc la formation, l'investissement d'une formation du PO pour qu'il découpe mes pratiques, mes US en quelque chose de plus propre, de plus clair, ça fait partie de ça. Et selon les statistiques dans Accelerate, ben, il y a entre 10 à 15% d'influence par le leadership sur la mise en place, la mise en œuvre de ces capacités. En gros, ça revient à une chance sur 8. Donc en fait, on peut revenir sur la devise Shadok, hein, c'est à force d'échouer qu'au moment où on n'arrive pas à réussir, on est complètement dans ce cas. Donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a aucune causalité, on est plutôt sur des liens de probabilité. Et derrière, ce que j'explique ensuite au manager, c'est qu'une fois que tu m'aides à mettre en place mon contexte et que ça démarre, et après, on peut essayer de mesurer des impacts sur le business, sur la stabilité, la qualité, le bien-être au travail, etc. On y viendra plus tard, ce n'est pas forcément que des chiffres, c'est aussi des signaux faibles. On y reviendra plus tard. Et on va faire un petit zoom sur justement ce découpage en petits lots de nos unités de travail. Par exemple, on fait une rétro avec l'équipe, et la rétro, ben, ce qui remonte le plus souvent, c'est que les US sont trop grosses, et on n'a pas de réunion ou de rituel pour affiner. Ça peut arriver, j'ai déjà vu ça dans des petites boîtes. Je trouve que c'est de moins en moins souvent le cas, mais ça peut arriver. Bien à ce moment-là, moi, un des réflexes que je fais, c'est que je vais aller dans un catalogue, donc vous l'avez en ligne avec cette URL, et ce catalogue, vous allez pouvoir y retrouver des concepts qui sont liés à l'agilité, qui sont liés au Lean, qui sont liés au DevOps. Et derrière, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Vous appuyez dessus pour quoi faire? Si je prends le découpage en petites tâches et que je prends la page associée, donc là, c'est le Working in Small Batches, bon, déjà, ça va expliquer à quoi ça sert. Un petit rappel de pourquoi on le fait. Je ne dis pas qu'il faut faire un start with why, surtout pas. Je dis juste que c'est bien de rappeler, de donner du sens à la pratique. Je reviens sur cette notion de sens. Le sens, ça peut faire démarrer, créer des dynamiques, des initiatives, hein. C'est expliqué par les neurosciences, je vous rappelle. Ça a également des pistes de mise en œuvre. Le mot piste est important. D'accord? Ce n'est pas un framework, ce n'est pas un guideline. Ça vous montre un peu comment vous pouvez faire, mais après, en fonction de votre équipe, de votre direction, de votre organisation, vous allez implémenter d'une manière différente. Mais ça vous ouvre des pistes. Vous allez y retrouver également les principaux pièges à mettre en place cette pratique et comment vous mesurez pour suivre les progrès. Donc, ça peut être des verbatims, ça peut être des récits des équipes, ça peut être d'autres signaux faibles et ça peut être également des KPI et des chiffres. Et enfin, également des ressources, des littératures, parce que souvent, des fois, les managers me disent, mais pourquoi c'est pertinent? Et bien, en fait, c'est à ce moment-là, je sors le papier qui est associé à ça, les références, les statistiques, pour convaincre que c'est pertinent. Et tout ça, une fois que j'ai tout ça, en fait, ça me permet de mettre en place un plan d'action qui est, un, pertinent, définir une stratégie et un plan d'amélioration continue qui est basé sur les données du terrain. C'est-à-dire, par expertise d'usage, je récolte tous les besoins des équipes et à partir de là, ensuite, je l'implémente. Et donc, si je reviens sur cet exemple que je vous ai donné, voilà un exemple de stratégie
qu'on peut mettre en place. Ben, on part sur le fait d'avoir des réunions pour affiner. Mais pour ça, il faut dégager du temps. Ben, il n'y a pas le choix. Et pour dégager du temps, est-ce qu'on ne peut pas jouer un petit peu sur les réunions qui sont inutiles, etc. Des fois, on oublie de challenger certaines choses, mais remettre du sens, c'est une manière de remettre du sens en disant, ben, telle réunion, elle est trop longue, celle-là, il faut l'annuler. Et là, déjà, je donne une piste de mise en œuvre. Un des pitfalls, c'est que le problème des US, et ben, un des pièges principaux, c'est que ça peut toujours revenir. Si je n'ai pas formé mon PO, si ce n'est pas encore découpé proprement avec Invest ou une autre méthode, peu importe, ben, je vais toujours avoir la même problématique. Donc en fait, ben, comment je couvre mon pitfall? Là, on est sur un peu une anticipation des risques. Ben, en fait, on peut le former, on peut l'accompagner, le Scrum Master peut être là pour l'accompagner, etc., le faire monter en compétence le PO. Donc là, ben, mon manager il est super content, on couvre des risques. Et en plus, je lui donne des pistes de mesure. Ben, nos merges, les merges de code sont plus rapides parce que nos unités de travail sont plus petites. On va plus vite. Il y a moins d'aller-retour avec le métier ou avec le PO. Donc là, ben, derrière, ben, tout le monde est content et on a une stratégie qui est assez pertinente. Donc ça reste quand même une stratégie, comment dire, qui peut être remise en cause, hein. C'est pas fixe. Il faut expérimenter, tester et voir si ça marche. Et après, il faut adapter. Et après, il faut surtout prioriser parce qu'on peut s'éparpiller. Et c'est moi, une chose que je faisais souvent avec une collègue qui s'appelle Caroline, et je la salue si elle nous entend, c'est de faire un top 3. Euh, c'est des fois un peu dur de faire ce cut, mais c'est important déjà pour pas trop surcharger, pas trop en mettre. Déjà que les équipes ont beaucoup de choses à faire. Challenger trop de pratiques, c'est pas forcément bénéfique. Et là où je vais être très, comment dire, je vais me mettre un peu en maître d'école. Euh, à l'Harvard Business School, il y a une section qui s'appelle Manager son manager. On est garant, personne du terrain, on doit être garant de donner de la visibilité et des problématiques à nos responsables et nos managers. Tout ça, bien sûr, de manière décontractée et propre, mais ça ne coûte rien de donner de la visibilité sur la réalité du terrain pour qu'ils soient informés, pour créer un lien de confiance avec ces personnes. Si un jour vous avez l'occasion de dire ça, manager son manager, ça passe aussi par cette visibilité de ce qui se passe sur le terrain et d'informer. Et on en est garant. Donc, c'est de remonter les problématiques de rétro. Vous avez 10 000 manières de le faire. À vous de trouver ce qui est le plus adapté à votre quotidien. Une fois que j'avais commencé à faire ça, ben, j'avais envoyé ça à mon boss. Donc, cette stratégie qui était plutôt pertinente, construite, et moi, j'étais convaincu que ça pouvait fonctionner. Et quelques jours après, il me rappelle en me disant, bon, c'est cool, on peut piloter, mais il challenge, il dit, mais pourquoi j'investirais du temps et de l'argent et des jours hommes? Pourquoi j'investirais du budget sur ça? Pourquoi ça marcherait? Pourquoi je ferais confiance? Et là, effectivement, bah, c'est là où on rentre dans le cœur du sujet, c'est que les concepts que l'on avance, on prédit que ça va avoir un impact, mais comment je peux rassurer la personne pour qu'il acte? Là, je vous rappelle, hein, c'est lui qui a le pouvoir de décision, et je veux actionner ce levier pour pouvoir mettre en œuvre mes idées. Il faut aussi que je lui donne de la confiance sur ce qu'on va utiliser. Et là, je lui dis, bah, écoute, Accelerate, c'est plutôt pertinent, c'est une étude bien fondée et qui, la plupart du temps, pas tout le temps, peut être appropriée à nos équipes. Il faut savoir, et c'est ce que j'explique très rapidement au manager, ça je fais toujours un petit laïus de 10-20 minutes sur ça, c'est déjà une investigation à l'échelle, il y a des datas qui ont été récoltées, c'est 36 000 personnes qui ont répondu au cours des 10 années à ces questionnaires, et puis derrière ça a fait émerger les fameuses pratiques les plus utilisées qui permettent, en les utilisant, de gagner en productivité. Alors, vous voyez qu'il y a un gros quota de 30% qui vient des États-Unis, mais globalement, la répartition est pas trop moche, et peu importe que même il y ait 30% des Américains, de boîtes américaines qui aient répondu, ça fait émerger toujours les mêmes concepts utilisés par les organisations pour aller plus vite, pour livrer du software plus vite. Sur ça, il n'y a pas trop de biais. Ensuite, je l'explique qu'il y a des auteurs de haute renommée. Peut-être que vous connaissez Jenny Kim avec le Phoenix Project. C'est un des co-auteurs c'est l'auteur de ce livre, ou le Unicorn Project, peut-être, vous connaissez. Jason Bull qui amène toute la vision Lean dans le DevOps, il pousse beaucoup le Lean. Donc, il a écrit le fameux bouquin du Continuous Delivery en 2014. Et c'est surtout Madame Nicole Forsgren qui a amené la majorité de ses recherches.
qui est une PhD donc, en sciences et management des systèmes de l'information. Elle a mis le framework Space aussi, si vous connaissez, et elle a l'approche d'Evex, là, qui est en train d'émerger depuis 6 mois. Elle y contribue énormément. Donc ça, c'est des personnes qui sont vraiment qualifiées et chacun vient d'un environnement différent. Il y en a un qui est plus chercheur, une autre personne qui est développeur, etc., etc. Ce que j'explique également, c'est que ces fameuses statistiques, hein, ces fameux formulaires sont mis à jour chaque année. Et donc, il y a un rapport qui sort chaque année avec des statistiques. Ils sont obligés de cibler un petit peu comment dire, ce qu'ils veulent prouver. Ça, c'est voilà, c'est leur manière de faire. Mais on a ça chaque année depuis 2014 et c'est relativement important. Et c'est mis en œuvre également par des boîtes qui sont quand même globalement solides. Il y a Puppet qui avait commencé en 2013, je crois à peu près, et après il y a le groupe Dora et le Google Cloud depuis 2018. Alors, depuis que c'est Google Cloud, il y a quand même pas mal de challenges en disant, ouais, mais Google, ils sont en train de tourner les choses à leur avantage pour faire adopter du GCP ou autre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des gardiens du temple du DevOps, avec des renommées très très fortes. Donc aujourd'hui, moi je l'ai vu, ils ont un pouvoir d'influence sur Google, au moins sur l'entité Google Cloud, pardon. Il y a Dave Farley, donc, qui a écrit le bouquin Continuous Delivery avec Jason Bull, des fois qui tape du poing sur la table quand il y a des âneries, et il a un pouvoir d'influence qui est très fort, avec une chaîne YouTube qui marche très bien, avec des écrits qui marchent plutôt bien. Il a une très forte expérience, une bonne renommée, et il protège un petit peu quand il y a des âneries qui sont écrits dans les rapports DevOps. Il y a également John Willis, qui est souvent l'auteur oublié, c'est le quatrième auteur du DevOps Handbook, qui participe également à protéger un petit peu ce qui est dit dans le DevOps. Lui aussi, il tape du poing sur la table, et c'est un des premiers à dire que les Dora Metrics ne mènent pas à la performance, mais plutôt les Flow Metrics. Donc derrière, lui, il n'hésite pas, et c'est intéressant parce que ça challenge. Et il participe souvent à une communauté qui est en ligne, qui est en anglais, que vous pouvez rejoindre, c'est libre, et c'est relativement intéressant. Ils ne viennent pas tout le temps, mais de temps en temps, ils viennent et ça challenge. Et enfin, j'explique que l'étude a été menée avec des outils de la psychométrie. Alors, la psychométrie, si vous cherchez sur Internet, vous allez tomber sur tout et n'importe quoi, mais il y a vraiment des choses très, très solides autour de la psychométrie. Il faut trouver les bons papiers qui expliquent ça. Et il y a des outils comme l'échelle de Likert ou des analyses inférentielles prédictives pour mettre en avant, récolter ces datas et les mettre en avant. Ça, en général, quand je tiens ce discours, ça rassure énormément mes managers. Ils disent, bon, ben ça, c'est cool, c'est super chouette. Et quelques jours après, ou même immédiatement, ils me disent, c'est impressionnant. Ben, on va regarder ensemble. Et là, en général, c'est bien parce que je les fais cogiter et je joue sur le fait que ben, sa prise de décision, c'est lui qui décide, hein, va me permettre ensuite, moi, de mettre en place mes actions, d'avoir plus de marge de manœuvre, de gagner de la confiance, etc. Donc, cette fameuse agentivité, je vais essayer d'accroître mon agentivité. Et bon, là, en général, je fais le malin, hein, je suis super content. Il me rappelle, et le problème, c'est qu'il me dit, mais c'est cool, mais comment on est sûr d'être rentable? Et ça, je l'ai à chaque fois. Comment on peut convaincre d'investir? Parce que lui, plus haut, quand il va pousser ça, on va dire, OK, mais pourquoi on investit? Qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est le ROI? Et ça, en général, ça me fait mal. Et là, de beau gosse en costard, en train de boire son cocktail, là, je me retrouve en grande difficulté. Ça fera. Il y a un autre talk qui va arriver qui s'appelle Oh mon Dieu, au secours, mon manager me demande des KPI. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, je joue une carte que j'aime pas trop en général, mais je le fais quand même. Et je dis qu'Accelerate propose 4 KPI, des indicateurs clés de performance pour la conduite de notre transformation. Il y a des pièges à ça, mais il y a aussi des avantages. Euh, il faut ne pas négliger l'influence des KPI sur l'écoute de vos responsables, de vos managers quand vous en parlez. Établir toute une stratégie de mesure est un facteur qui va les rassurer. L'information, le chiffre est un facteur, est un repère qui sont très importants pour eux. Il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas de la manipulation, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est manager son manager, lui apporter ce que lui, il a besoin pour convaincre lui-même plus haut. Donc, au-delà du keep people interested, donc de garder, de donner du sens aux équipes, qui pour moi est la base de tout, ben, les KPI, donc Key Performance Indicator, c'est important aussi pour les managers. Et souvent, j'ai cette réaction, ben, écoute, c'est cool, on va commencer, et puis on va faire comme tout le monde, on adopte. Bon, et on y rentre dans le détail.
Les indicateurs de débit. Alors avant de parler de vitesse, moi je vais parler de débit. C'est plus important de parler de débit. La vitesse, ça peut induire qu'il faut aller toujours plus vite. On oublie souvent qu'avec la vitesse, on peut ralentir. Avec le débit, c'est un volume par seconde. En fait, ça veut dire quoi? Que des fois, il y a des phases business où on va moins vite. Il faut aller moins vite. Eh bien, des fois, le débit, il faut juste le baisser, peut-être se concentrer sur la qualité, sur la stabilité. Le premier indicateur de débit, c'est le délai de livraison des modifications ou lead time for change. Donc, en gros, imaginez au niveau des développeurs, ils ont une ligne de caractères, une ligne voilà, de 10 caractères, il faut qu'il implémente. Il implémente, il faut un commit. À ce moment du commit, le timer, donc le chronomètre du lead time for change démarre, et ce timer s'arrête lorsque ce code est livré en production. D'accord? Donc, du développeur à la production. Ici, il y a plein de perspectives d'automatisation pour réduire ce délai, pour aller plus vite en production et aussi mettre des batteries de test pour vérifier qu'on est aussi qualitatif. Le deuxième indicateur, la fréquence de déploiement, le livrer une fois par semaine, vous livrez 2 fois par semaine, etc. La vitesse ne va pas sans stabilité. D'ailleurs, ce que montre l'étude, c'est que c'est corrélé. Stabilité et débit sont fortement corrélés. Premier indicateur, le MTTR. Donc, le MTTR, c'est suite à une panne en prod, en combien de temps on rétablit le service. Donc, en combien de temps on détecte la panne, ça c'est important. En combien de temps on mobilise les équipes et en combien de temps on rétablit le service. Donc ça, c'est le MTTR. Et le dernier, le CFR, le Change Failure Rate, c'est le volume de mise en prod, suite auquel il y a une panne, un incident, et il y a eu un rollback ou un hotfix. Et donc, plus ce taux d'incident est bas, ça veut dire plus on s'améliore. Et ensuite, j'explique à mes managers à quoi ça sert. Donc, on a 4 KPI, mais c'est aussi pour se permettre de se repérer. Là, ce que vous avez, c'est issu du rapport 2023. C'est ce qu'on appelle un cluster de performance. Donc, en gros, avec toutes les datas, ils ont fait émerger des clusters. Il y avait des organisations dites élites. Elles déploient à la demande, très peu d'erreurs. Et puis, elles déploient très, très vite. Ça va très vite en prod. Et puis, à contrario, on a les low performers, donc sur la dernière ligne, où eux, ben, ils déploient entre une fois par semaine à une fois par mois, voire plus. Et ils ont souvent des erreurs. Une fois, quasiment tout le temps, plus d'une fois sur deux, ils ont des erreurs. Et ils réparent pas très très vite. Et là, l'idée, c'est de dire quoi? Le but n'est pas d'être élite. Hein, d'accord? Accelerate, si on vous dit le but est d'être élite, c'est très ambitieux et c'est pas forcément adapté à votre organisation. Non, le but, c'est de faire un bilan à date. Par exemple, avec votre équipe, voilà un des bilans qui aurait pu être fait avec une équipe en disant, ben, on se situe à cette échelle et de se dire, ben, peut-être que la stratégie en Q3, Q4, donc en milieu d'année 2024, ben, ce serait de travailler sur notre fréquence de déploiement ou alors sur le volume de mise en prod en erreur. Et je vous rappelle, hein, stabilité et débit sont corrélés. En travaillant sur l'un, vous allez avoir un impact sur l'autre. Et derrière, vous allez pouvoir améliorer. Donc là, tout de suite, lui, il sait qu'on va créer un plan d'amélioration continue, que ça va avoir un impact sur les KPI. Il fait le lien entre la stratégie que je vous ai présentée en amont, qui est plutôt pertinente, et il voit aussi vers où on va. Et ça, en général, c'est la slide qui séduit énormément. Donc, je vous rappelle, il y a les Elite Performers et les Low Performers. Et en fait, ils se sont amusés, donc l'étude Accelerate s'est amusée à comparer un petit peu les deltas. Un Elite Performers déploie 1000 fois plus souvent qu'un Low Performers. Donc, il a des unités de travail plus petites qui délivrent de la valeur, plus petite valeur, mais plus souvent. Donc, ils délivrent 1000 fois plus souvent. Et à contrario, comme les lots sont plus petits, ils ont 3 fois moins de taux d'erreur. Donc, ils déploient 1000 fois plus souvent, mais ils ont beaucoup moins d'erreurs que les low performers. Et la statistique un peu hallucinante, c'est qu'ils vont 6570 fois plus vite en prod. Comment on peut expliquer cet écart? Reprenez mes 10 caractères, cette fameuse ligne qui est poussée par mes développeurs. Certaines organisations vont mettre 30 minutes à la déployer, 1 heure, on va dire, et d'autres vont mettre 6 mois. Et c'est là où on peut se retrouver avec des écarts aussi énormes. Donc, en gros, si c'est 10 lignes de caractère sur le marché, ça rapporte un marché à 10 000 euros, ben, il y en a qui vont mettre 30 minutes et d'autres qui vont en mettre 6 mois. Et enfin, derrière, si jamais je ne l'ai toujours pas convaincu, ben, en fait, j'utilise très souvent ce livre, ce white paper que vous pouvez trouver facilement en ligne. Il faut juste faire un pacte avec le diable et laisser votre adresse mail. Et après, vous pouvez vous désabonner. Et ça s'appelle le ROI du DevOps Transformation. On reverra, on va faire les liens avec l'agilité tout à l'heure. Et en fait, ça vous explique comment vous pouvez faire des calculs
Donc, c'est toujours prédictif, hein. C'est pas très précis, mais c'est potentiel. Comment on peut faire des gains potentiels avec la mise en œuvre de nos concepts agiles, DevOps ou Lean, avec tout ce que je vous ai montré. Donc, vous avez une démarche, une stratégie pertinente, et en plus, vous pouvez construire un modèle prédictionnel de bénéfices, que ce soit au niveau financier ou sur les KPI, l'amélioration des KPI. Et ça, très souvent, c'est du pain béni pour les managers, parce que derrière, ils disent très souvent, vas-y, on va expérimenter, on y va. Je dis bien expérimenter, hein. C'est pas, vas-y, ta carte blanche, et on va expérimenter, voyons ce que ça donne. Et voyons les premiers résultats. Et donc, ouais, voilà, très souvent, c'est ce que je vous disais, hein, je suis convaincu. On va voir si on peut décliner une stratégie autour de ça, dégager du budget. Et je vous promets, ça marche. Je l'ai eu fait par le passé, par deux, trois fois, et c'est toujours le même résultat. C'est une question de temps, de patience, de posture aussi, hein, mais ça marche. Enfin, Dora vous propose des outils. Le programme Dora, il vous propose des outils et des ressources pour, si jamais vous cherchez des statistiques, etc. Donc, vous avez les fameux rapports. Là, vous avez le rapport 2023 qui est sorti en juillet de l'année dernière, je crois. Vous pouvez y trouver des statistiques, des références. Vous y retrouverez également des choses qui permettent de vous prémunir des KPI. Il y a notamment la loi de Goodhart qui a été mentionnée. Et je passe un petit coucou à William Bartlett, avec qui on a fait ce travail lors de la communauté Accelerate. On les a pas mal taquinés et embêtés avec ça. Et ça a payé. Et vous avez également ce quick check. Alors, ce quick check, c'est une manière de vous comparer très rapidement, de comparer votre organisation très rapidement avec tous les votants. Donc, il y a 36 000 votants venant un peu de partout, majoritairement de l'Amérique. Donc, on va voir aussi pourquoi c'est un biais, mais ça peut être une manière de créer une prise de conscience. Et là, je salue Jean-Rémy Révy et Nicolas Henry pour leur talk, qui utilisent notamment cet outil et c'est relativement pertinent. Mais c'est bien pour se comparer rapidement. C'est bien pour faire connaître Accelerate aussi, d'accord, pour générer des prises de conscience. Attention, ce n'est pas toujours pertinent de se comparer avec une entreprise à l'échelle mondiale. Peut-être que vous n'êtes pas sur les mêmes marchés, donc ce n'est pas forcément pertinent, il faut le prendre en compte. Et puis derrière, c'est un peu biaisé. Vu qu'il y a 30% de réponses qui viennent de l'Amérique, est-ce que vraiment c'est pertinent, les réponses qu'on va avoir d'un pays à un autre, les prises de décision, l'adoption de pratiques, ça ne se fait pas de la même manière. Donc, des fois, ce n'est pas toujours pertinent. Donc, attention à l'utilisation de l'outil. Il faut bien vérifier le cadre. Et clairement aussi, la communauté Dora, donc les spécialistes DevOps, n'utilisent pas forcément cet outil. Ils ont des outils des interviews, des trucs beaucoup plus complets, des workshops beaucoup plus complets pour leurs clients. Bon, voilà, on a fait le tour, on a amené beaucoup de pertinence, etc. Et on va faire le lien avec l'agilité, il est temps. Il est temps, il Et nous en fait, reste c'est très que simple. quelques minutes. Ouais, Il pas nous de reste souci. quelques minutes. J'ai fini. En 2008, il y a M. Patrick Debois, le créateur du mot DevOps, qui a créé la vision de la gestion des infrastructures et des opérations avec l'agilité. Donc, vous avez ce papier, vous pouvez le retrouver. Un an après est né le mot DevOps. Et en fait, vous allez retrouver beaucoup de concepts, et c'est là où c'est important de raisonner en concepts. Des concepts DevOps et Agile, c'est souvent les mêmes. Et en fait, avec la démarche que je vous ai montrée, vous pouvez montrer que c'est pertinent et que ça peut avoir un impact dans votre organisation de manière très, très bénéfique. Et en plus, vous pouvez montrer qu'il y a du ROI. Et si je reprends cette planche que j'aime beaucoup de Pagès sur l'agile, on avait fait le travail avec des coachs agiles, avec deux coachs agiles avec qui on a un retour d'expérience, de faire des liens. Mais en fait, en gros, les fameux leviers d'action Accelerate, les fameux concepts, ils implémentent certains sous-principes de l'agilité et globalement aussi souvent les quatre valeurs. Donc en fait, c'est là où vous allez faire le lien entre l'agilité, pouvoir montrer que c'est pertinent et en plus qu'il y a de la performance. Et vous pouvez appliquer vos pratiques agiles pour résoudre vos problèmes. Et oui, vos idées que vous voyez au quotidien et que vous voulez remédier avec de l'agilité, et vous pouvez prouver que ça marche assez facilement. Et en gros, tu fais quoi lundi? Récolter les problèmes du terrain. Rétrospective, enquête, regardez la psychométrie, il y a plein d'outils pertinents pour éviter de biaiser les réponses. Il faut les remonter. Consultez également le catalogue Accelerate. De toute façon, vous aurez les slides pour revoir. Prioriser, ça, vous savez très bien le faire. Et à partir de là, vous allez avoir une ligne conductrice, un plan défini et validé en équipe, c'est important, que vous pourrez présenter à votre manager. Après, il valide ou valide pas, mais en fait, vous aurez tout mis et en plus, ça sera pertinent. Remonter ces informations régulièrement, rassurer sur les trajectoires et enfin, oser demander des ressources.
Il faut oser demander des ressources. On ne le fait pas assez. Managez votre manager et cherchez des alliés. Ça, c'est important. Il ne faut pas mener les combats tout seul. Ça, c'est souvent une erreur. Il faut chercher des alliés. Et là, vous allez pouvoir vous faire aider. Si on parle d'une courbe d'adoption, donc là, en général, c'est pour des produits, mais même pour ça, on peut trouver toujours des innovateurs, des early adopteurs qui ont une marge de manœuvre, un pouvoir d'action qui est différent et qui peut vous aider. Voilà. Et pour terminer, n'oubliez jamais qu'une seule de vos idées que vous pouvez pousser, vous allez pouvoir en générer 10 autres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective et ça augmente très fortement les possibilités, les probabilités, les opportunités de résoudre vos problèmes au quotidien et de retrouver du sens. Je vous remercie de votre écoute et pour le PIAF, faites un petit feedback avec ce QR code, c'est très important. Merci et merci de votre écoute. Et je donne la main à Frédéric. Merci beaucoup, Geoffrey, et merci pour cette présentation très intéressante et instructive. Donc, je propose de passer aux questions des participants Ouais. par le QR. Donc, j'attends vos questions. Alors, j'attends que vous me posiez des questions. Et en attendant, j'ai une question à te poser. À un moment donné, tu as parlé de leadership transactionnel, Transformationnel. Ouais, transformationnel. Est-ce que tu pourrais dire deux petits mots sur ça en bien attendant sûr. les questions? Bien sûr. Le leadership transformationnel, donc il y a un papier de deux personnes qui s'appellent Rafferty et Griffin de 2004. Vous retrouverez les références sur le site d'Aura. Ont sorti une publication sur qu'est-ce que c'est que le leadership transformationnel. Ils s'opposent au leadership transactionnel. Le leadership transactionnel, c'est tu fais, je te récompense. C'est de la transaction. Le transformationnel, c'est déjà partir sur le fait que l'équipe, tout le monde dans l'équipe a un potentiel et que en amenant le bon contexte, j'en parlais tout à l'heure du contexte, comme ces personnes ont un pouvoir de décision, ils peuvent changer le contexte, mais en fait, ça va faire émerger, ça va débloquer les potentiels. Et c'est ce leadership transformationnel. Et il s'accompagne de 5 dimensions, donner de la vision, challenger les équipes, alors challenger intelligemment les équipes, hein, pas en les préservant, mais de manière intellectuelle. On a besoin d'être challengé intellectuellement. On aime bien avoir des petits challenges qui nous plaisent, mais il faut qu'ils soient proportionnés. On a du leadership de support, on a des communications inspirantes, et enfin, une reconnaissance personnelle de nos compétences. Donc, c'est les 5 dimensions qui sont mentionnées dans ce papier de Rafferty et Griffin de 2004. D'accord. Bien. Alors, les questions n'arrivent pas trop. On va partir. Euh, dans ta présentation, ce que j'ai ressenti, c'est quand même que il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose. Non, non, c'est juste qu'il y a sympa de mener la conf en Bermuda. C'est un short, c'est pas un Voilà. Bermuda. Nuance. Alors, je ferme tout ça. Euh, oui, euh, ce qui est quand même important derrière tout ça, c'est le niveau de confiance que l'on va établir entre les équipes et le manager, ou Ouais, et regarder un petit peu comment se définit son leadership. ouais, ouais, ouais. Cette relation de confiance, elle est hyper importante. J'ai eu du mal, très souvent, avant, avant j'avais du mal à trouver ma place par rapport au manager. Je, je- je disais, bah, c'est leur responsabilité, et souvent, il y avait une césure dans la communication, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, je change d'attitude. C'est vrai que manager son manager, c'est quelque chose qui m'a dit, mais Geoffrey, t'as envie de faire bouger les lignes, mais tape directement au bon endroit. Et de manière fine et délicate, d'amener des éléments de communication. Alors, pas tout communiquer, il y a des choses qui ne sont pas formellement, mais trouver les bonnes informations que la personne a besoin, qu'elle se sente soutenue, qu'elle puisse me déléguer des choses. Ça, en fait, ça crée un contrat de confiance qui, au bout d'un moment, si je reviens sur le fameux triangle avec mon agentivité, qui augmente ma marge de manœuvre. Parce que la confiance, au bout d'un moment, dit, bah, écoute, je te fais confiance, vas-y, fais-le, vas-y, fais-le, et tu dis aux équipes que c'est toi qui le fais. Et donc, j'augmente ma marge de manœuvre et mon pouvoir d'action. Et ça, c'est super important. Et souvent, on n'ose pas demander au manager. Moi, je vois souvent des gens mais c'est pas leur faute. C'est juste que c'est dur de se dire, l'entité qui est au-dessus de moi au niveau pyramidal, je peux lui donner des choses, je peux lui demander des choses, réclamer des ressources, réclamer de me faire confiance, donner de la visibilité. Ils n'y sont pas forcément habitués, mais quand on leur remonte des données du terrain et qu'est-ce qui se passe réellement, alors, ce n'est pas tous les managers, c'est contextuel, on est entièrement d'accord et en fonction des personnes, mais moi aujourd'hui, j'arrive
à trouver un petit peu les filons. Alors peut-être que j'ai eu de la chance sur les managers que j'ai rencontrés, mais dans ces trois dernières années, j'ai jamais eu ce problème. Donc, si je comprends bien, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à rééduquer nos managers. Ouais, ou rééduquer, oui, ou alors leur donner les bons repères. Et je vous donne une référence à l'école française. L'école française a une formation de management qui reprend en partie ces 5 dimensions. On va parler de coaching, on va parler de gestion de conflits, et je trouve qu'il y a des bonnes choses, des bons comportements à adopter. On n'est pas seulement sur une business line avec une rentabilité à fixer, même si souvent, ben, c'est un peu les objectifs qu'on fixe à des managers, et ils font comme ils peuvent. Il faut aussi donner du sens aux équipes. C'est important, il faut aussi les préserver. Et si on ne fait pas ça, de toute façon, il y a des désengagements et on le voit au quotidien. Aujourd'hui, très souvent, on quitte un manager, on quitte l'entreprise et un manager très souvent. Et ça se voit au niveau du turnover et ça pénalise les équipes. Donc, il est temps d'agir aujourd'hui autour de ça. Et sur la Est-ce que quête de sens, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois plein de personnes de haute renommée qui viennent de l'agilité et d'autres. Je pense à Julia De Finesse qui avait fait un talk à Agile Ancienne l'année dernière sur la quête de sens. Et aujourd'hui, c'est un besoin pour tous et pour toutes, pour se sentir bien au quotidien dans notre travail. Et c'est ce que j'aime dans Accelerate, c'est que toi, ils disent pas aller plus vite pour faire du fric. Non, non, aller plus vite pour vous être concurrentiel sur le marché, parce que c'est important d'avoir de l'argent. C'est important aussi d'être stable et c'est bien aussi d'avoir des gens qui se sentent bien dans leur travail. Et toi, les 3 chercheurs que j'ai mentionnés, ils sont allés chercher cette piste. Ils n'ont pas fait que des pistes de rentabilité, ils ont fait aussi des pistes de ben, le well-being, le bien-être au travail, c'est important. Et Madame Nicole Frostgren, celle qui a mené principalement l'étude, était une ancienne développeuse qui était dans des environnements toxiques. Et elle s'est battue pour ça. D'accord. Et c'est pour Et ça. surtout avec la nouvelle génération qui arrive, qui n'a pas du tout les mêmes rapports au travail que l'ancienne génération, et tous ces retraités qui vont partir et qui vont être remplacés par ceux-là, les managers et le management va être obligé de changer sa Oui. façon de voir, peut-être, non? Euh, Pas que. Il faut Pas que? aussi il y a aussi le manager, la direction. C'est eux qui construisent les environnements qui permettent d'eux. Ouais. Euh, Il faut aussi réorganiser, c'est très contextuel, c'est un réel problème. Il y a l'organisation des équipes, la communication entre les équipes, est-ce que ça fait sens pour les équipes? Faut, c'est un vaste sujet. C'est pas forcément simple. C'est pas Mhm. forcément simple. Donc ça voudrait Bon, dire pour qu'il moi, c'est pas faudrait. forcément, pour moi, c'est pas forcément les nouvelles générations je vois des nouvelles générations là, de 21 ans hyper motivées, très très douées, mais parce qu'ils sont tombés dans le bon contexte, avec les bonnes personnes. Il faut attribuer ça. Et ils disent, bah ouais, ça fait sens, j'adore mon responsable, j'adore les gens avec qui j'interagisse. Oui, il y a des problématiques au terrain, mais globalement, j'ai du sens dans mon travail, donc j'y reste. Et puis bah, le jour où j'ai une autre opportunité, bah, c'est ce qui arrive souvent, hein, ça fait émerger des nouveaux talents, bah, ils vont avoir des opportunités ailleurs, quoi. Donc, en fait, dans l'ADN des entreprises, il faut arriver à acculturer en fait les CODIR, les COMEX et Ouais. tous les dirigeants pour qu'ils changent un petit peu de vision Oui. au niveau du management, quoi, Oui, ou voir peut-être même au niveau RH, parce et que au souvent niveau les des onboardings RH. sont faits par eux. Les onboardings, des fois, peuvent laisser à désirer. Le suivi collaborateur, alors là, ou collaboratrice, voilà. Tout ce qui est inclusivité également, ou inclusion, je ne sais plus c'est lequel, pareil, c'est des fois souvent ménagé. Bref, tout ce qu'on peut amener dans les perspectives RSE aussi. Euh, et voilà, et aussi trouver un métier, comment dire, et on peut finir avec ça, c'est qu'aujourd'hui, une organisation, c'est quoi? C'est d'avoir un but commun et de le réussir. Aujourd'hui, nourrir des investisseurs, est-ce que ça donne sens encore à son travail au quotidien? Je suis pas sûr. Bien, Donc, et ben sur ces paroles, nous allons finaliser notre conférence. Je vais me permettre de remercier Geoffrey. Pour terminer cette conférence aussi, je pense que vous avez tous eu le temps qui s'appelle de scanner le code qui vous permet de faire une petite. Il y a quelques questions sur les conférences et il y a le code PDU pour que vous puissiez le valider. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Et ben, il ne vous reste plus qu'à aller vous connecter déjà dans un premier temps sur les stands de nos sponsors et puis sur la suite de l'événement fort intéressant. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir. merci à tous. Merci à toutes. Au revoir.